bienvenue sur l'art du fait maison. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur le maïs. On a effectué en fait les récoltes de tous les différents maïs que nous avons plantés cette saison, c'est-à-dire trois variétés différentes. Un, c'était le maïs sucré, où j'ai gardé évidemment que très peu d'épis uniquement pour faire des semences. Une autre variété, c'était le joli champ où on s'est trouvé des fois, déjà il y a plusieurs vidéos, c'était une autre sorte de maïs qui va nous permettre de faire d'autres choses que du maïs sucré. Et puis la troisième variété, c'est un maïs à popcorn, un tout petit maïs qui est ici. On va y revenir, je vais expliquer un petit peu la différence qu'il y a entre ces trois maïs, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Et voilà, on va faire un tour d'horizon de ces différentes, en fait, qui sont une panoplie de toutes les variétés à la base de tous les maïs qui existent. Quand je dis tous les maïs qui existent, je ne veux pas dire que c'est le nom de toutes les variétés, mais bien les grandes familles de maïs. Alors, le premier maïs qui vient à l'idée quand on parle du maïs dans le jardin, c'est le maïs sucré qu'on récolte à l'état vert, qu'on va simplement ouvrir et lequel on va manger les magnifiques grains qui sont encore pleins en laitance et très sucrés et très doux. On va simplement les cuire un moment dans de l'eau. On pourrait les manger crus aussi d'ailleurs. Puis ensuite, on peut les incorporer dans une salade. On peut les manger avec un peu de beurre, un peu de sel. Enfin, il y a différentes manières de manger ce maïs sucré. Mais tout à la fin, lorsque ce maïs va sécher, il va se transformer dans la variété de maïs, ou enfin je ne sais pas comment on va l'appeler, on va parler de famille, comme ça c'est tout simple, de la famille des maïs qu'on appelle à dents. C'est un maïs qui, quand il va sécher, va s'aplatir et va former une sorte de dent. Et ce maïs à dents fait partie, dans ce groupe-là, font partie des maïs, les maïs fourragés, les maïs pour faire de la farine et les maïs sucrés. Donc, ils sont relativement inintéressants pour la consommation en sec. C'est pour nous, c'est vraiment le maïs sucré parce qu'on veut la partie de la laitance est très sucré. Une fois qu'il va sécher, ça va se transformer en amidon, en farine. C'est quelque chose qui va faire, c'est du sucre pur, on va dire, on peut dire ça comme ça, que les animaux vont manger pour se nourrir. Ça va être une utilisation. Alors, il y a certains maïs qu'on appelle d'endkorn qu'on pourrait utiliser pour faire d'autres fabrications, comme la tortillas, où on va venir plus tard. Mais disons que c'est plus rare de trouver un maïs qui contient énormément de saveurs et qui est un maïs à dents. Il y en a sûrement caché à quelque part, mais ce n'est pas là qu'il vous faut chercher la première variété de graines si vous voulez planter un maïs pour avoir la fameuse saveur intéressante comme celle qu'on imagine quand on sent du popcorn. L'autre grande famille de maïs, alors ici, on ne parle pas de hybrides, je ne parle pas non plus de maïs qui ont été sélectionnés pour faire des pop-corns géants comme vous les voyez. Le maïs qui sert à faire des pop-corns, c'est généralement les plus petits maïs. Alors celui-ci, il est vraiment très petit. Il existe bien évidemment de ceux qui font des oreilles des oreilles un peu plus grandes que ça. Mais en général, ce sont les maïs les plus petits en taille et en forme de la taille de leurs oreilles. Ils sont généralement un petit peu coniques et ils ont des grains qui sont extrêmement durs. Pourquoi ils sont extrêmement durs? Ils contiennent pratiquement pas de farine, ils sont fermés sur eux-mêmes. Toutes les protéines, elles sont protégées par l'enveloppe qui est dure. Et d'ailleurs, même si je moue ces petits grains à l'intérieur de mon moulin, je peux vous dire que je l'ai fait parce qu'on peut faire d'autres choses intéressantes aussi. Ça va chauffer les pierres parce que c'est vraiment comme si j'étais en train de moudre du caillou. Alors, l'utilisation de ce maïs à popcorn, bien évidemment, c'est pour faire le popcorn. C'est une des premières utilisations que l'être humain, on pense que l'être humain a fait du popcorn en fait avec le maïs. On peut aussi utiliser ça après pour faire une transformation par la nixtamalisation et puis faire autre chose avec. Mais ce n'est pas, disons, le premier maïs qu'on va utiliser pour faire de la farine et de la polenta. Ça, donc, on va avoir besoin d'une troisième famille de maïs
qui est le maïs qu'on appelle, alors je ne connais pas son nom en français, ça s'appelle le flint corn. C'est le maïs qu'on a fait grandir dans le grand champ, qui est un maïs qui contient 3 couleurs, enfin, comme c'est sur ce livre un peu, qui contient 3 couleurs, le jaune, une couleur un peu foncée et puis une couleur plus claire. Et c'est entre le jaune et le foncé. Et ces maïs, ils sont durs, mais pas trop durs. Ils ne sont pas suffisamment durs pour faire du popcorn et ils sont rarement bons en maïs sucré. Alors, lorsque c'est inscrit sous la variété que vous achetez de maïs, que c'est généralement quelque chose pour faire de la polenta, ce n'est pas là qu'il faut regarder si vous avez envie de manger du maïs sucré. Pourquoi cultiver en fait du maïs dans son jardin quand on réfléchit à tout ce que je viens d'expliquer? Déjà, la problématique numéro 1, c'est que c'est difficile de cultiver 3 variétés de maïs en même temps si vous le faites dans un petit jardin, parce qu'ils vont tous s'interpolliniser. Le maïs se pollinise par le vent, et il est très sensible au croisement. Ça va se voir tout de suite si je pollinise cette variété avec quelque chose qui est beaucoup plus grand. Il va y avoir des grains noirs dans mon maïs jaune et il va y avoir des problèmes de pollinisation et de taille et de forme. Malgré tout, je pense que le maïs, c'est quand même une sélection que les êtres humains ont fait, surtout dans les Amériques, qui sont incroyables, qui nécessitent très peu de machinerie. On peut tout faire à la main, juste du semis à la récolte jusqu'à qu'il soit prêt pour être mangé dans une assiette. C'est quelque chose qui, d'après moi, a quand même une place dans les jardins. En Europe, on n'a pas tellement cette culture du maïs. On voit des grands champs de maïs qui, la plupart du temps, finissent aux vaches ou bien à l'ensilage. On a peu, disons, de la culture du maïs comme les gens qui habitent dans toutes les Amériques, le Mexique, autant au nord, au sud, dans toutes ces régions-là. Et pourtant, le maïs, il a des vertus nutritives, il est simple, c'est un des premiers éléments en fait, dans votre jardin qui peut vous donner une certaine autonomie alimentaire pour remplacer les féculents, pour remplacer plein de choses, comme on va peut-être en parler après. Donc en résumé, on a le maïs à dents, dans ce grand groupe, il y a les maïs sucrés, et ensuite, dans le même groupe, il y a les maïs qu'on cultive pour soit qu'ils soient fourragés, ou soit pour faire de la farine de maïs. Généralement, c'est ça. L'autre famille, c'est la famille à popcorn. La famille à popcorn, bien évidemment, c'est pour le popcorn. On peut aussi après transformer, on peut le moudre quand même s'il est dur. On peut faire aussi d'autres choses avec. Et puis la troisième famille, le maïs flint, qui va être un maïs qu'on va utiliser plutôt pour justement sa saveur qui est très développée, pour la polenta. Et bien sûr, on va en extraire une partie de farine qui est aussi très aromatique, qu'on peut utiliser dans les desserts, etc. Donc voilà, en gros, les 3 groupes. Donc, mis à part le popcorn qu'on ne va pas faire maintenant, si je parle maintenant de moudre, faire de la polenta, vous montrer la différence entre ce qui va permettre de faire la polenta et sûrement plein d'autres choses, je veux froisser personne, je ne connais pas tout ce qu'on peut faire avec le maïs, pas encore en tout cas. On va moudre simplement maintenant le flint corn. On va vraiment s'intéresser à cette variété. On va le moudre et je vais vous montrer ce qui va sortir de tout ça. Donc, déjà, rien qu'en le passant dans le moulin, on a directement une odeur particulière qu'on a au nez, qu'on n'a pas l'habitude de sentir, qui est vraiment extraordinaire. Je ne vais pas le faire avec mes semences, j'en ai plus que ça, mais je ne veux pas moudre mon maïs sucré à semences, malheureusement. Si je le passais à l'intérieur de ce moulin, il n'y aurait pratiquement pas d'odeur qui va sortir, puisque je l'ai testé. Par contre, celui-ci, maintenant, quand il est comme ça, dans cet état, comme je viens de le passer dans le moulin, il contient un peu de farine et un peu de substance qui va nous permettre de faire la polenta. C'est des protéines, c'est d'autres choses qui forment ça. Mais la farine on va maintenant partager en fait, parce qu'on ne peut pas faire une polenta
avec de la farine, elle va devenir toute gluante. Il faut qu'on sépare la farine de l'autre partie. Je vais utiliser 2 tamis. Le premier va simplement me permettre de sortir le son, parce qu'il y a quand même, comme dans le blé, il y a une sorte de coque, c'est l'endosperme qui est derrière, qui est autour du maïs. C'est le premier qu'on va utiliser, c'est 1 mm. Et puis après, je vais utiliser un tamis de 0,5 mm qui va permettre justement de me garder, de faire tomber la farine là-dessous. On voit tout de suite la farine plus claire, et puis l'autre partie qui est bon jaune, c'est le grain jaune, et puis les autres donnent une partie de leur coloration qui va rester. Si j'avais que du grain jaune, j'aurais quelque chose d'assez blanc et puis de jaune de ce côté. Alors, cette partie plus grossière, on peut l'utiliser pour faire justement cette polenta sous cette forme-là, et la farine, on peut l'utiliser de différentes manières, mais spécialement, moi je l'utilise dans les desserts. Par exemple, si je veux faire des muffins, je vais mettre une partie de ça, ça va donner un goût assez génial parce que c'est naturellement déjà sucré. Ou on peut l'incorporer aussi un peu dans le pain. Attention, il n'y a pas de gluten là-dedans. Hein, on ne peut pas panifier cette farine-là comme ça ne va pas fonctionner. Mais on peut en mettre une partie dans le pain pour remplacer une partie de la farine, par exemple. Ou si je fais aussi des fajitas à la farine, ou des tortillas à la farine, on appellera ça comme ça, je peux incorporer une partie de cette farine avec de la farine de blé pour faire ça dans ma recette. Donc j'en fais différentes utilisations. Il faut avoir le temps de la cuisiner. Et puis encore une chose, c'est pas comme une farine de blé, c'est mieux de l'utiliser très rapidement parce que c'est pas quelque chose qui va se conserver et qui va conserver ses arômes très longtemps. Donc c'est mieux, par exemple, je fais la polenta et je cuisine directement un dessert. C'est la meilleure utilité que vous pouvez faire de ces choses-là. Maintenant, lorsqu'on consomme le maïs sous la forme polenta ou sous la forme de farine, on va consommer énormément de son énergie, mais en réalité, on ne va pas profiter de tout ce que le maïs est capable d'apporter. Parce que, encore une fois, dans la culture, on voit le maïs comme la bête noire, c'est sucre, 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 sucre. Alors que le maïs peut apporter énormément de nutriments, du calcium, des vitamines, et spécialement la niacine, qui ne peut pas être libérée du maïs si on le mange soit en farine, soit en polenta. Pour ça, pour transformer le maïs en une superfood, on va l'appeler comme ça, il faut faire ce qu'on appelle une transformation par la nixtamalisation. C'est un gros mot qui veut simplement dire qu'on va plonger les grains de maïs dans une solution alcaline, donc un pH élevé, c'est le contraire de l'acide. C'est quelque chose qui est d'ailleurs aussi dangereux. Hein. L'acide, on sait que c'est dangereux, mais le pH élevé, c'est aussi quand même, il faut faire attention. Donc ça sera vers un pH de 13 ou un peu plus haut qu'on va pouvoir faire avec de la cendre ou avec de la chaux. Dans cette transformation, au moment où on va faire cette transformation, on va enlever la couche extérieure du maïs et transformer également l'intérieur pour permettre justement à tous ces nutriments de se libérer. Et c'est grâce à cette transformation qu'on va ensuite obtenir un grain qu'on va pouvoir moudre avec d'autres moulins. Alors, normalement, au Mexique, c'est fait sur un moulin de pierre ou c'est fait à la main sur une pierre avec une autre pierre. Je n'ai pas un moulin à pierre pour faire ça, je ne vais pas utiliser un moulin à farine pour faire ça. J'ai ici un moulin qui permet de faire beaucoup de choses, mais il a aussi des plaques métalliques qui lui permettent de faire le beurre de cacahuète ou plein de choses comme ça. Je vais utiliser ces plaques pour faire ça après, pour moudre en fait ce maïs transformé. Mais l'idée, c'est d'obtenir après quelque chose de complètement différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Et avec ça, on peut faire les fameuses tortillas, on peut faire énormément de choses que je ne connais pas, on peut faire le pozole, on peut faire des choses comme ça, qu'on va pouvoir donc utiliser dans de nombreuses recettes. Alors, malheureusement, pour connaître tout ce qui est possible de faire, il faudrait vivre au Mexique, il faudrait avoir le temps de côtoyer des chefs pour qu'ils nous montrent tout ce qu'on peut faire avec le maïs. On va le découvrir. Je n'ai jamais eu l'occasion d'avoir des grosses récoltes de maïs, bien que je n'ai pas semé non plus, j'avais 150 mètres carrés de maïs. Hein. Mais le fait d'avoir maintenant un peu plus de maïs me permet de faire aussi un peu plus d'expérience et d'apprendre aussi à le cuisiner.
La première chose à faire pour effectuer ce processus de nixtamalisation, c'est de faire une eau alcaline. Alors moi, je vais travailler avec de la cendre parce que c'est quelque chose que j'ai sous la main. Évidemment, si on travaille avec de la cendre, produit naturel, il va falloir utiliser une cendre de bois dur. Pourquoi du bois dur? Ça veut dire par exemple du frêne, du hêtre, du chêne. Il faut éviter les résineux parce que les résineux, dans les cendres, il y aura passablement de résidus gras, on va dire ça comme ça. Et ces résidus gras, ils risquent de rendre un petit peu l'eau différente et peu adaptée. J'ai jamais fait avec des résineux, mais je l'ai lu, c'est mieux de prendre du bois dur. Donc pour faire cette eau alcaline, d'après les tests que j'ai faits, il faut 1 litre d'eau et des cendres que j'ai sorties du four à pain de bois dur. Il faut 8 cuillères de cendres, 8 grosses cuillères à soupe là-dedans. On ne peut pas en mettre trop. Il vaut mieux en mettre plus que pas assez. Ça fait 4, 5, 6 et 8. Une fois qu'on a effectué ce mélange, l'eau elle est toute brune chocolat bien évidemment, on va cuire ça pendant une bonne dizaine de minutes à feu doux, on va la porter à ébullition, cuire ça pendant 10 minutes et ensuite on va la laisser reposer. Je vous expliquerai après qu'est-ce qu'on veut faire. En ce qui concerne la cendre, vous pourriez même utiliser les morceaux de charbon, vous n'avez pas besoin, moi je l'ai simplement passé dans une passoire pour enlever un petit peu les morceaux. Maintenant, ce qu'on est en train de faire là, c'est cuire l'eau pour la rendre alcaline. Ça veut dire qu'on va augmenter le pH de l'eau à environ 13. D'après mes tests avec les petites languettes, j'étais à 12,5, 13,5. C'est, disons, la cible que l'on cherche à obtenir. Après, ce qu'on va faire, c'est filtrer l'eau pour la rendre un peu plus claire afin d'éviter de cuire le maïs dans toute la cendre, dans tout ce chenille qu'il y a là-dedans. Mais malgré tout, on pourrait directement mettre le maïs dans cette eau et faire avec la cendre, cuire avec la cendre. Donc c'est une étape supplémentaire que je fais pour éviter d'avoir toute la cendre à laver au travers du maïs par la suite. L'alternative à la cendre, c'est de la chaux. Alors, je n'ai pas essayé de faire avec de la chaux. On peut prendre de la chaux carrément qu'on utilise que les maçons utilisent pour les bétons. On peut trouver dans le commerce une chaux que surtout les anglophones utilisent. Ils appellent ça la slackline. On peut trouver ça sur Amazon. C'est en fait une chaux hydroxyde, donc un hydroxyde de calcium. Moi, j'en ai pas trouvé ici, j'en ai pas. Par contre, de la cendre, c'est vraiment pas très compliqué d'en obtenir. Et puis, évidemment, de la chaux pour faire pour mettre dans les murs, c'est pas nécessairement quelque chose qui est très adapté à faire de la nourriture. Donc, dans le temps, ça se faisait avec la cendre. Pourquoi aller chercher des choses différentes? Donc, mon eau maintenant, elle est en ébullition, un peu trop d'ailleurs. J'ai mis 10 minutes, je vais laisser ça cuire 10 minutes. Et une fois ces 10 minutes passées, on va laisser la cendre décanter au fond de la casserole pour obtenir l'eau de chaux la plus propre possible. Mon eau a bien frémi pendant 10-12 minutes. En tout cas, elle a décanté, elle est au fond. Je vais maintenant juste la filtrer encore une fois avec une petite passoire, histoire d'enlever les bouts de charbon qui flottent. Mais ce que je vais faire, c'est faire très attention de laisser la cendre au fond. Encore une chose, cette eau, elle est caustique maintenant. Il faut éviter d'aller mettre les mains dedans, d'en mettre dans les yeux, etc. Donc il faut faire très attention. Cette eau, elle va être nécessaire pour opérer la transformation, en fait, la réaction qu'on veut avec le maïs qui est ici. Le reste, là, je vais mettre ça au compost, il n'y a pas de souci plus tard. Maintenant, ce qui est nécessaire de faire, c'est que cette eau va aller dans une autre casserole, directement. Et on va mettre le maïs dans cette eau. Alors, normalement, quand on fait ça, on fait plus d'eau avec plus de cendre, avec plus de maïs, parce qu'on peut garder, on peut faire plus de tortillas,
Moi, je vais faire une petite partie parce que ça fait une semaine qu'on mange des tortillas à toutes les manières. On s'entraîne. Alors, je ne vais pas faire beaucoup, mais honnêtement, avec ça de maïs, j'ai assez pour un repas pour 3 personnes. Il y a assez de tortillas, ça en fait environ 6 ou 7. Important maintenant, c'est clair qu'il n'y a qu'un seul litre d'eau. Mon maïs, il est extrêmement sec. Je vais le mettre dans l'eau caustique. Je vais porter ça à ébullition. Et la réaction, elle est immédiate. Elle a déjà opéré. Immédiatement, le maïs, il va changer de couleur. Et si vous voyez une différence avec le jaune, c'est que vous avez réussi, c'est que la réaction, elle a commencé à s'effectuer. Alors, la durée de la cuisson maintenant du maïs, ça varie de ce qu'on veut en faire après. Mais au minimum, il faudrait environ 45 minutes. Mon maïs étant très très sec, vu qu'ici on a un climat très sec, il a séché très vite, je vais probablement le cuire 1 heure. Il va, après 1 heure, être ce qu'on pourrait appeler un peu al dente, comme des pâtes. Il sera juste croquant, mais cuit à travers. Une fois lavé, on peut le mettre en bouche, bien évidemment. Si pendant 7 heures, il faut surveiller l'eau caustique, enfin l'eau, tout c'est quand même de l'eau, elle va s'évaporer. Après une demi-heure, vous pouvez rajouter de l'eau, c'est pas grave. La réaction, elle aura eu lieu. Vous n'avez plus besoin d'avoir de l'eau de chaud là-dedans, donc de l'eau caustique. Vous n'oubliez pas de rajouter un peu d'eau si vous arrivez au fond, sinon vous allez trop griller. Je dis ça parce que j'ai dû observer hier, tout d'un coup, ça partait dans ma casserole. La première demi-heure, il faut laisser avec l'eau que vous avez faite, et ensuite, s'il vous manque de l'eau, vous pouvez en remettre. Alors, ce qui est important, c'est que maintenant, ça va cuire pendant 1 heure, et ça va rester toute la nuit dans cette eau sans toucher. Il faut que le maïs il pompe de l'eau, il faut que le maïs grossisse, il va absorber encore du liquide, et c'est seulement le lendemain qu'on pourra commencer à travailler ces maïs, à faire quelque chose avec. On voit après même pas 10 minutes, la couleur des grains du maïs jaune, elle est vraiment venue foncée, et ceux qui sont un peu plus rouges, ils ont carrément la peau qui est devenue noire. Et cette réaction, ça veut dire que la réaction a eu lieu. Avant de les toucher, je vais peut-être juste les mettre dans de l'eau pour les rincer. Si je prends maintenant un grain, je devrais déjà avoir la peau qui se détache autour. Voilà, j'arrive déjà, partagez pas encore très bien, mais j'arrive déjà, on verra bien sur le brun, voilà, regarde, tac. Et sous le brun, sous le maïs qui est de couleur, on a la peau foncée qui se libère et on a un jaune qui apparaît dessous. Alors la peau, elle colorie tout de suite tout. Ça ne tâche pas, mais vous en avez tout de suite partout. On va en revenir sur cette peau, elle a son importance. Donc maintenant, le but, c'est de l'enlever, comme je l'avais expliqué, l'enlever du grain, mais elle va quand même avoir son utilité plus tard. Donc pour l'instant, c'est clair. Si vous avez du maïs jaune et du maïs foncé, tout va devenir plus ou moins foncé parce que les peaux vont vite qui vont rester après dans la fabrication, vont mettre de la couleur sombre. Donc si vous voulez avoir des tortillas vraiment très claires, il faudrait que du maïs jaune. Donc on se retrouve le lendemain, ça a pompé, ça a cuit, ensuite c'est resté comme ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est laver bien évidemment ce maïs. Alors parce qu'il y a encore des résidus sûrement de cendres, enlever cette eau alcaline qui est là-dedans, qui est d'ailleurs nettement moins alcaline. Et puis, ce qu'il faut aussi parler, je vous en avais dit, la peau qui s'est enlevée autour du maïs. Donc là, ici, on a mis quelques maïs noirs, enfin colorés, ce qui fait que tout est devenu un petit peu coloré. Ça vous permet de voir les petites peaux, parce que quand on prend un maïs très clair, on les voit moins facilement, ces peaux. Elles vont être, il ne faut pas tout laver parfaitement ce maïs. Il ne faut pas le frotter pendant des heures dans les mains pour enlever toutes ces petites peaux, parce que, comme je vous ai dit, il n'y a pas de gluten dans le maïs. Lorsqu'on va vouloir faire des tortillas avec ce résultat, ces petites peaux vont aussi avoir une fonction un peu gélatineuse de bien tenir tout ça ensemble. Donc,
L'idée, c'est de laver à peu près 50% des pots, puis garder 50% des pots, à l'œil bien évidemment. On voit maintenant la différence entre avec quoi on a commencé et avec quoi on termine. Il faut peut-être aussi que je vous dise, c'est peut-être quelque chose que je n'ai pas mentionné, lorsqu'on fait cette transformation, l'odeur, elle ressemble un peu à celle du popcorn. C'est super signe, c'est bon, ça sent bon, ça sent un peu comme le popcorn, c'est que ça veut dire que vous êtes dans le tir avec la transformation. À ce stade, on pourrait faire, par exemple, on pourrait les sécher, on pourrait les griller, simplement un petit peu, probablement, je n'ai pas essayé encore, avec un tout petit peu d'huile, les griller et puis les aromatiser avec quelque chose pour faire des apéritifs. On pourrait simplement les sécher et les garder comme ça, on pourrait les remettre à sécher et les garder pour les moudre plus tard. Ou c'est ce qu'on va faire maintenant, on va les moudre très finement, et ça c'est extrêmement important, pour faire de la tortillas. Maintenant qu'on a transformé ce maïs pour l'instant, c'est encore pas une pâte. On va faire maintenant une pâte, d'ailleurs, qui s'appelle masa en espagnol, on appelle ça comme ça. Et cette pâte, il faut qu'on la prépare pour faire les tortillas. Alors, pour faire cette pâte, il ne faut pas négliger plusieurs aspects qui sont très importants. La première, c'est l'humidité. Là, on voit que c'est bien pas assez humide parce que dès que je presse sur mon début de boule, il y a absolument tout qui se frite comme ça. C'est pas comme ça qu'on va réussir à faire des tortillas. Mais d'abord, il faut fermer une boule et puis après, on va rajouter un petit peu de liquide très gentiment. Donc j'y vais vraiment petit à petit, rajoutant de l'eau, parce que bien évidemment, il y en avait encore. Là, il en manque. On entend, elle commence à se comporter. On entend et on voit qu'elle se comporte totalement différemment. Alors ce qui est bien avec le maïs, c'est vous pouvez pétrir pendant 50 ans et ça ne veut pas changer grand-chose. Il faut quand même bien la pétrir, il ne faut pas hésiter à incorporer l'humidité partout à l'intérieur de cette boule. Par contre, si j'en mets trop, alors ça va pas. Alors on peut la sécher et recommencer. Parce que ce que je disais, c'est que, en fait, dans les pays anglophones, je ne sais pas si on en trouve en Europe, lorsque le grain est nixtamalisé avant que je le passe dans le moulin, on peut le sécher et le transformer en farine. C'est ce qui se vend sous le nom de massa harinha, avec un H, pas farinha, mais harinha. Et cette farine permet, par la suite, puisqu'elle est sèche, en la réhydratant, d'arriver à ce résultat. Alors, il ne sera pas similaire parce qu'elle peut être de version déjà industrielle, et deuxièmement, parce qu'il n'y a rien de tel que de faire le plus frais possible les choses. Une fois qu'on a cette pâte qui vous plaît parce qu'elle est humide, elle tient quand même, elle est assez ferme, mais on voit qu'elle a de bonne structure, elle peut sécher, comme aujourd'hui il fait très sec, elle peut sécher, il suffit simplement de la réhydrater et de la pétrir encore une fois, comme j'ai dit. Maintenant, pour faire les tortillas, normalement, on va prendre un bout de cette pâte, faire quelque chose qui est à peu près la taille d'une grosse noix ou d'une boule de ping-pong, enfin à peu près entre deux. Il ne faut pas qu'elle soit trop grande. Et normalement, à ce niveau-là, les gens qui font beaucoup de tortillas, ils ont une presse à tortillas. Pour l'instant, j'en ai pas encore, on verra. Il faut que ça, gustativement, ça reste quelque chose qui nous intéresse plus loin. Alors, on fait des tests, on va y venir. De là, je vais transformer ma tortillas. Pour ça, il va me falloir quelque chose pour presser, vu que je n'ai pas la presse à tortillas. Et 2 papiers que j'ai déjà d'ailleurs bien utilisés cette semaine, 2 papiers pour la cuisson, ça pourrait être 2 morceaux de plastique. Il faut quelque chose parce qu'il ne faut pas que ça colle sur le plan de travail, il ne faut pas que ça colle à la presse. Donc que vous ayez une presse ou que vous ayez quelque chose pour presser,
il faut dans tous les cas absolument empêcher qu'elle colle à ces parties-là. Pour faire la tortillas, par la suite, il faut une casserole qui devrait être bien chaude. Ça peut se faire dans une casserole en fonte, comme j'ai là. Ça peut aussi se faire dans une casserole, par exemple, qui ne colle pas. Ça ira nickel. Je n'ai pas essayé dans la casserole en inox, mais les casseroles qui sont non adhérentes, ça va aussi très bien. Donc bien évidemment, dans la casserole, celle-ci, elle brille parce qu'elle a été... je l'ai nettoyée hier et j'ai remis un peu d'huile. Non, il ne faut pas d'huile au fond, on fait ça à sec. Pour faire des super tortillas, alors loin de moi prétendre être un expert, l'idée finale, c'est d'avoir une tortillas qui, au 3e retournement, va gonfler comme un pain pita, elle va faire pouf. Hier, on a presque obtenu ça. Elle s'est ouverte, mais elle n'a pas fait pouf jusqu'au bout, mais elle s'est ouverte. Ce qui est essentiel pour faire une super tortilla, c'est avoir une pâte pas trop sèche, avoir une casserole qui a la bonne température, vous me direz, dont je ne peux pas vous donner, mais avoir quelque chose qui est assez chaud, ça doit cuire assez vite. Donc là, maintenant, c'est en train de cuire. Souvent, la première tortilla, il ne faut pas trop s'inquiéter, elle va être un peu ratée. Il faut se donner un peu de temps pour que la casserole soit généralement chaude, assez chaude. Et il va falloir donner un petit coup de presse pour essayer de la faire gonfler. On va voir si on arrive. Si on n'y arrive pas, ce n'est pas trop grave, les tortillas sont bonnes quand même. Mais quelqu'un qui fait des tortillas depuis beaucoup d'années va rigoler derrière son écran en disant « celui-là, ça doit gonfler normalement, c'est comme ça qu'une vraie tortilla se fait. » Mais je ne prétends pas du tout être un expert, j'apprends. Ouais, ce serait mieux d'avoir une presse à tortillas. Hein. Voilà. Alors, l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui fasse 10-12 cm de diamètre pour la quantité que j'en ai mis, qui a une épaisseur peut-être de 2-3 mm, qui ne doit pas coller à cette feuille et qui ne doit pas coller à celle-là, parce que si elle se met à casser, bien évidemment, ça ne va pas jouer. Donc après, vous allez la décoller, simplement, la poser sur la main, et de la main, la mettre dans la casserole. La tortilla, elle va coller, dès qu'on la pose sur la plaque, elle peut coller. Des fois, elle ne colle pas, mais des fois, elle colle. Il faut la laisser quelques secondes jusqu'à qu'on voit que les bords commencent à sécher. Et ensuite, on va la retourner. Normalement, les experts, je crois qu'ils les tournent à la main. Ils ne les prennent pas avec une spatule où ils lèvent juste, ils les tournent à la main. Parce qu'on doit pouvoir les empoigner. Là, elle commence à sécher. Ouais, il faut une spatule là. On la tourne et elle doit commencer à griller de l'autre côté, à cuire un peu plus fortement de l'autre côté. J'ai sorti aussi 2 assiettes parce que quand on retire les tortillas de la casserole, il faut les mettre à terminer dans leur propre vapeur. Alors elles vont s'entasser et puis elles vont finir de cuire ensemble. Ça, c'est quelque chose de très important. Si elles sont un peu dures en sortant de la casserole, elles vont là-dedans redevenir toutes souples. Elles sont toutes terminées. Une, j'ai déjà mangé pour le souper. Je n'ai pas pu tenir. Bref, elles sont là-dedans, en train de terminer leur cuisson. On peut directement les manger en faisant, par exemple, une farce avec ce qui vous chante, des légumes, avec de la viande, avec du poulet. Enfin, vous pouvez l'utiliser directement. Et puis, par la suite, bien évidemment, en faire des petits sandwichs. Celle-là, elle vient d'être faite. Elle est encore dure. Voilà, celle-ci, elle se plie directement. On voit qu'on peut directement, elles viennent souples après quelques minutes qu'elles sont ensemble. L'odeur, elle est vraiment extraordinaire. Ce que vous pouvez faire aussi, alors, ce que j'observe moi, c'est qu'elle devrait être un tout petit peu plus fine, mais j'arrive pas, il faudrait que je trouve un autre système pour les presser. Ce que j'ai essayé de faire également, c'est que si vous voulez faire des tacos, vous pouvez les plier, une fois qu'elles sont bien souples, qu'elles sont bien restées fermées un moment, vous pouvez les plier et elles vont se plier assez facilement et les mettre dans de l'huile un tout petit moment.
et les griller dans de l'huile, et puis ensuite vous les retournez, vous arriverez à faire des tacos. Ce que j'ai essayé par contre, et ce qui est facile à faire, c'est que j'ai fait des carrés, enfin du mieux que je peux dans une galette ronde, mais j'ai fait des triangles, des carrés. J'ai mis un peu d'huile d'olive dans une casserole et j'ai fait frire un petit moment. Et jusqu'à qu'elles deviennent vraiment comme une frite de tortillas qu'on peut acheter dans les commerces. C'est divin. Un petit peu de sel après, un petit peu de paprika, ce qui vous chante dessus, c'est divin. C'est vraiment génial. Alors je vous recommande vraiment d'essayer ces tortillas parce que c'est spécial, on n'a pas l'habitude de faire des galettes comme ça. Je me réjouis d'essayer une fois avec une presse à tortillas quand j'en aurai une pour voir si lorsqu'elles sont plus fines, c'est plus simple à les faire. En gros, c'est 30 secondes, 1 minute et demie de ce côté et 30 secondes et puis elles sont cuites. Aujourd'hui, elles n'ont pas gonflé, un tout petit peu peut-être, mais ce n'est pas bien grave. Il faut en faire plusieurs. Peut-être comme aujourd'hui, il n'y a que 16% d'humidité dans l'air, je vois. C'est très compliqué de garder la pâte très humide, ça sèche très vite. Ma foi, voilà, c'est en faisant de la tortillas qu'on devient un tortillateur. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est en faisant qu'on va apprendre, ça c'est sûr et certain. En ce qui concerne le maïs, alors c'est peut-être pas évident d'en faire soi-même dans son jardin, mais on peut trouver peut-être un agriculteur qui a du maïs qui n'est pas un maïs fourragé. Ça existe peut-être tout près de chez vous, ou quelqu'un qui a un bout de terrain qui vous laisserait faire un peu de maïs. Pourquoi pas? Pas besoin d'aussi un grand carré, hein. Il suffit d'avoir 3 mètres par 3 par exemple. Ça fait déjà passablement de maïs pour faire de la tortillas. Ça vaut vraiment la peine d'essayer. On va goûter ces petites merveilles. On n'a pas résisté, on a vite fait quelques chips là. Des chips. Voilà. Hein. Mettre un peu de sel, alors ça j'ai peut-être pas dit. Il n'y a pas de sel dans la pâte, mais rien ne vous empêche d'en mettre un petit peu. J'en ai pas mis, mais des fois j'en mets. C'est une des raisons, j'ai entendu dire, pourquoi les plats mexicains sont souvent assez salés s'ils sont servis avec des tortillas, parce qu'elle n'a pas de sel dans la tortillas. Alors vous pouvez faire un mix. J'ai essayé avec un peu de sel dans la pâte, au pif, quoi. J'ai mis un peu de sel. C'est effectivement, si vous les mangez comme ça, c'est meilleur si vous mettez du sel. Si vous servez avec quelque chose, ça va très bien. Mais les chips, c'est vraiment une tuerie, goûte ça. Ouais, avec le petite touche de paprika, succulent. Effectivement. Moi, je préfère quand il y a un peu de sel dans la pâte, hein, plutôt que de rajouter après. Il faut faire un mix des deux, je trouve. Si tu fais des chips, ouais. Oh, c'est succulent. Ah, c'est bon. Tout ça avec... manque le guacamole. Ouais, manque le guacamole. Avocat qui pousse. Oui, il faudrait un avocat, c'est juste. Vous pouvez servir ça avec un dip, vous pouvez... etc. 10 000 manières de faire. Et puis, la tortillas, eh ben, bien sûr, nous, on l'a faite l'autre jour, on avait quelque chose pour manger avec, c'était délicieux. On voit qu'elle n'a pas... Ma foi, aujourd'hui, elles ne se sont pas ouvertes. Mais là, il manque... Alors, goûter comme ça, c'est bon. Ça super goût de maïs, il est... Mais ça manque de sel. En chips, c'est meilleur quand c'est grillé. Oui. C'est plus croustillant. Exact. Et il y a bien, comme le goût de popcorn un peu, hein, c'est succulent. Ça, c'est vraiment pour servir avec quelque chose. Ouais, c'est vraiment pour farcir, pour faire... Surtout s'il n'y a pas de sel dans la tortillas. Mais ça, c'est super bon. C'est bon, ça. C'est 2 minutes avec un petit peu d'huile d'olive. C'est bon. Super. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne semaine et à tout bientôt. Au revoir. À tout bientôt. Au revoir. Au revoir.